tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là encore cette semaine. Merci de nous suivre. Merci de partager le contenu et de commenter. On reçoit de plus en plus de messages. On vous remercie beaucoup pour ça. Continuez à le faire. On les voit, peut-être qu'on ne répond pas, mais on l'apprécie énormément de voir ce type d'engagement dans ce petit projet-là qu'on a commencé cette année. Évidemment, on est partout sur toutes les plateformes audio. Vous aimez télécharger vos balados préférés, que ce soit Spotify, Apple, Google. Allez vous abonner et partagez si vous trouvez qu'il y a quelque chose d'intéressant ou vous avez des gens autour de vous qui aimeraient ce contenu-là, mais n'hésitez pas à leur partager les épisodes. Et encore une fois, merci beaucoup. Salim, ça va bien? Super, merci. Et toi? Ça va super bien. Je suis content. Les enfants sont de retour à l'école. Mais je t'avoue que ça fait du bien de les avoir à la maison. Tu sais, moi, ça me dérange pas trop d'être avec les filles. Ben non, effectivement. Tu sais, je veux dire, les avoir à la maison, c'est bien lorsqu'on travaille de la maison. Mais imagine Ouais. ceux qui travaillent pas nécessairement de la maison, ça doit être plus compliqué. C'est vrai. Mais tu sais, 3 jours de grève quand même dans une même semaine, c'est pas évident. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de familles qui ont eu de la difficulté avec ça. Puis d'ailleurs, pour certaines familles, pour beaucoup de familles, la grève n'est pas terminée parce que la grève qui a duré 3 jours, c'était les enseignants du Front commun. Mais les enseignants qui sont représentés dans ces négociations-là de renouvellement de conventions collectives par la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, eux autres sont encore en grève. Donc, il y a des parents qui ne sont pas sortis du bois encore. Ouais, c'est pas facile, effectivement, pour nous. Tu sais, on a un horaire quand même très flexible. Nous, les journées, même au moins, je parle pour moi, évidemment. Au courant de la journée, on ne fait pas grand-chose. Donc, c'était comme un petit bonus pour nous d'avoir les enfants, comme des mini-vacances en milieu de semaine. Tu sais? Donc, c'était bien, mais je comprends que c'est pas fini. Puis effectivement, oui, une semaine dans laquelle 3 jours sont réservés à des grèves, c'est beaucoup. Il y avait près de 600 000 personnes dans les rues. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup de personnes dans les rues. Et M. Legault a dû sortir, je pense hier, avec la présidente du Conseil du Trésor pour dire que, bon, effectivement, on comprend à quel point c'est imposant, ce nombre de personnes-là dans les rues. Puis, on attend une bonification. On n'a pas trop de détails non plus sur ça, là, mais il devrait avoir une bonification de l'offre du gouvernement. Puis, bien, on attend à voir exactement c'est quoi qui va être offert. Et de l'autre côté, si ça sera accepté ou si on va continuer encore longtemps de voir ces gens-là dans les rues manifester. Non, effectivement. Écoute, hier, c'était une grosse journée de grève avec des marches un peu partout au Québec. On parle de entre 540 et 600 000 personnes qui étaient dans les rues un peu partout au Québec pour manifester. Tu le sens comme quoi les syndicats, les syndiqués sont sérieux. Je veux dire un truc... honnêtement, on a des enfants, nous, qui sont à l'école, puis franchement, on veut que que les enseignants, enseignantes soient bien payés parce que c'est bien pour eux, pour ces enseignants, enseignantes, puis c'est bien pour nos enfants d'avoir en face d'eux des enseignants, enseignantes qui se sentent bien au travail, etc. Puis tu sais, on oublie souvent d'ailleurs les conventions collectives, c'est pas juste une question de salaire, même si visiblement en ce moment c'est pas mal ça qui bloque, mais tu sais, c'est aussi une question de conditions. Donc tu sais, la santé mentale des enseignants, enseignantes, c'est important. Là, je veux pas réduire toutes les négociations du secteur public juste aux enseignants, enseignantes, mais on se comprend que c'est quand même le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, c'est des secteurs névralgiques et je veux rien enlever à tous les autres. Mais d'ailleurs, on peut quand même reconnaître au gouvernement une chose, c'est que dans le cadre de ces négociations-là, les ententes sont un peu, enfin en tout cas les tables sont différenciées, donc les augmentations sont différentes d'un secteur d'activité à un autre,
d'un type d'emploi à un autre. Rappelons-nous, hein, les infirmiers et infirmières, là, quand ils doivent faire 2 shifts de 12 heures ou peu importe, là, t'imagines, là, c'est physiquement éprouvant. Et en plus, on n'a pas le droit à l'erreur parce que, ça peut causer des dégâts, etc. Donc, il y a des arguments qui sont très bons. En même temps, le gouvernement est là. Le gouvernement fait quand même des offres qui sont intéressantes. Moi, je m'excuse, je suis pas d'accord avec la présidente de la FTQ qui disait c'est une proposition de merde. Et là, je ne la paraphrase pas, je la cite. Ouais, c'est une citation. C'est une citation. Je m'excuse, c'est 8 milliards additionnels qui est sur la table. Moi, je ne pense pas que c'est de la merde. Maintenant, je crois qu'on peut essayer de voir comment on peut davantage aider les gens, aider la cause, aider ces professionnels du secteur public qui sont absolument essentiels à notre société. Mais je veux pas mettre quand même le singe sur les épaules du gouvernement sur cette question-là, parce que sincèrement, je veux dire, négocier des conventions collectives, c'est extrêmement difficile. Puis dans le secteur privé, public, ça l'est davantage parce que tu as beaucoup de monde. Puis aussi, il faut que ces ententes-là respectent la capacité de payer des contribuables. Exact. Donc voilà, c'est ça. Alors en tout cas, espérons que ça va se régler vite avant que ça devienne un enjeu beaucoup plus gros. Oui, exact. On va procéder un peu, on va avancer avec les autres thèmes parce que c'est un peu, c'est pas relié, mais on voit un peu l'impact que tout ça a quand on voit d'autres décisions qui sont prises. Et on va revenir un peu avec les LA Kings parce que c'est quelque chose qui retient l'attention. Mais avant ça, il y a eu un sondage qui a été effectué cette semaine, je pense, en début de semaine. Et ça va pas si bien pour la CAQ. On est un peu, on va pas dire qu'on est en chute libre, mais on peut dire qu'il pourrait avoir une tendance qui commence à s'établir. Il y a eu l'insatisfaction après la défaite durant l'élection partielle, mais cette défaite-là est venue après le recul sur un projet fort. On en a déjà parlé. Pour ceux qui s'intéressent, allez revoir les épisodes. Et projet phare étant le troisième lien. Le troisième lien, exactement. Et ça a l'air que depuis ce moment-là, je ne sais pas pourquoi le gouvernement est en mode panique à cause d'une élection partielle, mais ça a l'air que, je ne sais pas, les décisions qui se prennent ne plaisent pas, c'est fait rapidement. C'est du tâtonnement. On dirait que le gouvernement tâtonne depuis... mais en fait, j'ai presque envie de te dire, depuis sa réélection. Même avant le printemps dernier, avec l'annonce du recul sur le troisième lien, etc. Le gouvernement arrive, se fait réélire brillamment, 90 députés sur 125. Écoute, c'est une majorité claire, nette, il n'y a aucune contestation à ça. Évidemment, ça a ramené le sujet du mode de scrutin. Parce que effectivement, il y avait des gens qui disaient comment tu peux avoir près de 75% des sièges, les 3/4 des sièges du Parlement, avec seulement 41-42% des appuis dans le vote, etc. Puis là, ça a rappelé à beaucoup d'électeurs au Québec que la coalition Avenir Québec était favorable d'une réforme du mode de scrutin. Bon, finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de ne pas la faire. C'est même plus dans les cartons, c'est plus dans ses intentions à la CAQ. Puis donc, déjà, au début, ils tâtonnaient. Ils ne savaient pas trop. Puis là, c'était rendu le troisième lien, le recul. Puis là, il y a eu la partielle à Jean Talon auquel ils ne s'attendaient pas, qu'ils ont perdu. Puis là, on a essayé de faire un peu
un show de boucan pour essayer de faire oublier les misères de la Coalition Avenir Québec. Hop, le meilleur moyen, on ramène la langue, les étudiants canadiens. Ouais, on retourne au sujet nationaliste, là, ce qui a poussé la CAQ un peu au pouvoir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire au sujet quasi identitaire, parce que nationaliste, ça peut être... L'économie peut être nationaliste. D'autres sujets intéressants peuvent être nationalistes. Puis, on peut se draper de nationalisme pour des choses, à mon sens, plus intéressantes. Mais là, tout d'un coup, on est arrivé avec une histoire d'étudiants canadiens qui vont à McGill, Concordia et Bishop et qui sont en danger pour le Québec et pour la langue française au Québec, etc. Enfin bref, on a essayé de détourner le regard. Puis là, effectivement, il y a eu les négociations qui sont arrivées, ça rendait les choses plus difficiles. Quand on parle de 540 000 personnes dans les rues, là, c'est aussi des gens qui ont des familles, hein, puis des amis, etc. Donc, ça fait du monde, là, tout ça. Ouais. Et évidemment, j'ai envie de te dire, je sais que c'est tout petit, mais tu t'en as parlé tantôt, mais même si c'est tout petit, ça a un impact énorme. C'est la décision de payer jusqu'à 7 millions de dollars pour faire venir les Kings de Los Angeles, à Québec. Ouais. On va revenir là-dessus. On va parler plus spécifiquement de ça parce qu'il y a des choses qui ont bougé un peu au Parlement cette semaine. Mais pour rester au sondage, encore, et on le répète pratiquement à tous les épisodes, il y a des bons coups qui se font pour le PQ. Il semble avoir trouvé un peu le rythme et suite à ce sondage-là, on voit que maintenant, ils sont les premiers dans les intentions de vote. Il y a eu un sondage qui a été effectué il y a quelques semaines, on en a parlé aussi dans le podcast, où Paul Saint-Pierre Plamondon était le premier choix comme premier ministre. Oui, c'était un sondage léger. Exact. Puis là, non seulement il y a ça, mais il est premier aussi dans les intentions de vote. C'est énorme pour le PQ. Et encore, je rappelle aux gens, ils sont juste 4 dans le Parlement. Ouais. Je trouve ça franchement impressionnant. Ouais. Écoute, regarde, je referai pas tout mon laïus de la dernière fois où on a parlé des sondages. Donc, effectivement, cette fois-ci, c'est un autre sondage, Palace Data, qui met... Le PQ en avance à 30%, la Coalition Avenir Québec en deuxième à 24%, donc quand même 6 points de retard sur le Parti québécois. C'est quand même quelque chose. Bien sûr. Ouais. Ensuite, tu as le Parti libéral et Québec solidaire qui sont à peu près à égalité à 16%, suivi des conservateurs de Éric Duhem à 11% et enfin 3% d'indécis. Mais écoute, regarde, je disais que je n'allais pas revenir. Je ne reviendrai pas totalement, mais tu connais mon point de vue. Mon point de vue, c'est que je comprends pourquoi ce vote théorique, c'est pas un vote parce que c'est pas une élection, mais ce vote théorique est stationné au PQ, je le comprends, on l'a déjà évoqué. Paul Saint-Pierre Plamondon qui donne une certaine image intéressante, rafraîchissante, qui peut plaire à une bonne partie de l'électorat. Il y a bien sûr des gens de la Coalition Avenir Québec qui désertent la Coalition Avenir Québec. Alors, enfin bref, il y a plusieurs choses, mais et les gens se stationnent au PQ. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Ce n'est pas tant une adhésion au PQ que des gens qui sont fâchés contre la CAQ. Ouais. Et sais-tu quoi? Moi, je suis encore prêt à parier que s'il devait y avoir une élection demain matin, que ces sondages-là se reflèteraient pas. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'élection avant 3 ans, donc on parle de 2026. Puis d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, George, je ne suis pas en train de dire que la CAQ et François Legault ne devraient pas s'inquiéter. Oui, ils devraient s'inquiéter parce que tu parlais de chute libre. C'était peut-être pas une chute libre, mais ça commence à ressembler un petit peu à ça, là. Dans le temps, si ça se cristallise, alors oui, ils perdront les prochaines élections. Si ça se cristallise, oui. Je ne te dis pas que c'est le cas. 3 ans, c'est tellement long en politique, puis il y a tellement d'autres choses qui peuvent se passer. François Legault peut se faire réélire, quelqu'un d'autre de son parti pourrait devenir chef et se faire réélire. Enfin bref, 1001 choses pourraient se faire réélire. Mais aussi,
Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait devenir premier ministre. Oui, c'est une option si ça se consolide de cette façon. Est-ce que les libéraux pourraient renaître de leurs cendres? C'est pas impossible non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est ouvert. Mm-hmm. Mais la certitude, c'est que la grogne envers la coalition Avenir Québec est indéniable. Ouais. Elle est indéniable. Ouais. Elle s'est établie, puis c'est clair. Et on pourrait prendre toute la journée pour analyser les chiffres. On ne le fera pas, évidemment. Ce qui est important de retenir, c'est que, comme tu as dit, oui, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la CAQ et il y a un spillover, comme on dit. Et c'est normal. Il y a un parti qui ne te plaît plus, mais OK, tu donnes ton appui où? Okay? Ouais. Donc, c'est un peu normal que les chiffres bougent de cette façon-là. C'est trop tôt, à mon avis, de parler de tendance. On a parlé de tendance dans le passé où on voyait une montée du PQ. Ça, c'est vrai que c'est une tendance. Oui, c'est ça. Voilà. Mais de voir maintenant, comme tu as dit, la coalition Avenir Québec perd potentiellement une élection, si c'était demain ou dans un mois ou dans quelques mois, je pense pas qu'on est dans une tendance... Trop tôt pour le dire. Exact. On verra bien. Évidemment, encore une fois, bravo pour le PQ, parce que, comme on dit, il trouve des façons à aller attirer l'attention et recueillir ses appuis. Puis, bravo pour... Non, mais c'est effectivement, puis je suis d'accord avec toi. Puis, j'ai presque envie de te dire aussi, là, si j'étais un stratège caquiste, je dirais à M. Legault, à François Legault, écoutez, M. Legault, là, regardez, dans la vie d'un gouvernement... qu'on passe deuxième dans des sondages, c'est pas anormal. Ça veut dire généralement que on existe, on fait des choses, puis qu'on brasse un peu la cage, on peut baisser dans les sondages. Puis c'est toujours mieux de baisser dans les sondages 3 ans avant une élection que 3 mois avant une élection. Exact. Donc moi, je te dirais que je pourrais dire stay cool, puis stick to the plan. Ouais. Je pourrais tout simplement dire ça. Sauf que, cela dit, ce que je dirais à M. Legault aussi, c'est faut quand même prendre au sérieux ça, parce qu'effectivement, on observe une tendance à la hausse au PQ. Quand je dis on, je parle pas de moi, mais je parle, admettons que je suis dans l'entourage de M. Legault, là, que je fais partie de la coalition Avenir Québec, admettons, là. C'est de dire, on est une coalition, donc là, si ça commence à s'effriter d'un bord, est-ce que ça va s'effriter de l'autre? Est-ce que ça voudrait dire que, après que les péquistes rentrent au bercail, est-ce qu'il y a des personnes à tendance un peu plus libérale qui pourraient se retourner au bercail? Tu sais, c'est pas impossible. Le jeu est ouvert. C'est ça que je suis en train de dire. Aujourd'hui, c'est ce que les sondages semblent démontrer. Bon, l'avenir nous le dira, c'est trop tôt. Alors, maintenant, chose est certaine, c'est que la coalition Avenir Québec a besoin de cohérence, a besoin en fait de retrouver de la cohérence dans ses messages, dans sa politique, dans ce qu'elle exprime. Parce que effectivement, et puis c'est pas l'envie de rediscuter du sujet qui est là, mais effectivement, quand tu parles des Kings, la venue des Kings de Los Angeles à Québec et qui va coûter 7 millions de dollars aux contribuables québécois, lorsque il y a en ce moment même, au moment où on se parle, des conventions collectives qui sont en négociation, c'est difficile. Il y a des gens qui comprennent pas ça, qui comprendront jamais ça. Puis tu fais bien parce que tu m'en parlais avant qu'on commence à enregistrer, mais tu faisais référence à la motion. Il y a une motion qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Veux-tu peut-être en parler? C'est ça. On va avancer à l'autre thème. Justement, tu parlais de cohérence et c'est ça. On parle des LA Kings parce que c'est un sujet qui, depuis maintenant 2 semaines, a soulevé pas mal l'attention puis des réactions au Parlement. Et effectivement, c'est entre 5 à 7 millions de dollars pour subventionner une équipe qui appartient à des milliardaires pour venir à Québec. Au même moment où tu peux pas trouver une solution pour
toute la fonction publique qui est dans les rues. C'est le timing qui ne fonctionne pas. Et les libéraux, suite à tout ça, et évidemment après le sondage qui est sorti, ben, ils ont dit, regarde, on va présenter une motion pour que le gouvernement retire sa participation à cette entente-là ou cette... je ne sais pas comment on peut le dire, là. Oui, mais oui, oui, c'est une entente qu'ils ont avec les Kings. Puis normalement, si tu brises l'entente, tu as peut-être des pénalités. Là, mais ça ne doit pas être gros comme pénalité non plus. En tout cas, c'est certainement pas entre 5 et 7 millions. Non, exact. Mais donc, c'est ça. Donc, il y avait cette motion-là qui a été présentée. Mais avant de parler de la motion, il faut aussi mentionner qu'il y a eu certains députés de la CAQ qui ont été accrochés par les journalistes et qui n'étaient vraiment pas contents avec ce 7 millions-là. Puis, il se gênait même pas de le dire. Là, normalement... à l'extérieur du caucus, c'est rare de voir des députés sortir un peu de la ligne du parti et de dire « moi, je suis pas d'accord avec cette position-là ». Ça se passe de plus en plus à la CAQ et on l'a vu. Il y a Luc Provençal, je pense son nom. Oui, il y a l'autre il y a l'autre Éric Girard. L'autre Éric Girard, donc. Du Lac-Saint-Jean ou de Saguenay, je pense, de la région de Lac-Saint-Jean. 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 Oh, oui. Et il y avait l'autre, je pense, en Mauricie. C'était quoi son nom déjà? Oui, Madame Tardif. Exact. Qui est dans La Violette Saint-Maurice, je crois. Exact. Donc, ces gens-là ont été pognés par les journalistes, puis ils étaient clairement pas contents. Puis là, arrive la motion et tout le monde qui était présent de la CAQ dans le Parlement, on votait contre. Puis là, on se demande, coudonc, là, il n'y a même pas 24 heures avant, tu étais dans les couloirs de l'Assemblée nationale du Québec, puis tu disais à quel point tes concitoyens, puis ton électorat, c'était pas leur priorité, puis ils sont pas contents contre leurs valeurs. Exactement. Ils ont dit que c'était contre leurs valeurs. Bon, écoute, quand tu arrives aux valeurs, là, t'es quand même... Tu sais, tu peux pas dire ouais, j'aurais préféré que... Non. Là, tu dis que c'est contre tes valeurs. Tes valeurs, là, c'est comme primordial. Donc, si c'est contre tes valeurs, ça veut dire que tu es complètement contre ça. Bon, là, je comprends qu'ils ont voté parce que c'était une ligne de parti. Là, ensuite, c'est un autre sujet. On pourra toujours parler des lignes de parti. Mais tu sais, ils auraient pu s'arranger pour qu'au moment du vote, ils fassent un tour à la salle de bain. Ou... Enfin, bref, ouais, exact. Ça, juste de ne pas être là, juste manifester leur inconfort. Donc... écoute, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je pense qu'effectivement, la coalition Avenir Québec vit quelques difficultés. Disons que ce début de cette première année, ce premier quart de mandat, de deuxième mandat, est un peu complexe, un peu compliqué pour la coalition Avenir Québec, où oui, ils cherchent de la cohérence et ils ne la trouvent pas nécessairement. Est-ce que... Je me pose la question, est-ce qu'il y a une... Mon sentiment un petit peu, mais je peux me tromper, hein, j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de déconnexion entre le Premier ministre et son caucus. Parce que, tu vois, déjà, le troisième lien, c'était un peu le sentiment qu'on avait, parce qu'on avait l'impression que les promesses étaient faites et défaites sans nécessairement consultation du caucus. Puis là, tu sais, je comprends, hein, c'est la game tout le temps. Là, que peu importe le parti qui est au pouvoir, quand tu es au pouvoir, tu es plus discipliné, tes députés, ils avalent des couleuvres, ils essayent de pas trop déstabiliser le gouvernement, de pas manifester leur mécontentement publiquement. Mais là, tu sais, quand ça arrive, c'est que c'est bien réel. Et je crois que c'est cette cohésion-là, pas cohésion, mais cette cohérence-là que la CAQ... la CAQ nous avait habitués à une meilleure cohérence, j'ai envie de te dire. Ouais. Puis là, maintenant, voilà. Non, puis on revient à ces décisions-là, comme tu dis, parce que le ministre des Finances Girard, est sorti prendre entièrement la responsabilité. Moi, j'ai vu cette conférence de presse-là, puis j'étais mal à l'aise. Je le voyais parler, puis il patinait, puis il semblait pas vraiment avoir les bonnes réponses pour justifier cette décision-là. Ça, c'est la façon que moi, je l'ai interprété. Et surtout, quand on a appris que
l'argent qui a été utilisé pour financer cette décision-là a été pris par un fonds qui est réservé pour la région du Québec pour financer des différents projets économiques et de développement locaux à la hauteur de 3 millions de dollars par année. C'est pour ça qu'ils l'ont étalé à 2 ans pour pouvoir rentrer dans ce budget-là. Donc, on va piger dans l'argent qui est réservé pour la région de Québec, pour des projets spécifiques au développement économique et social. Et ça cause un problème. Et je pense que c'est Québec solidaire qui ont demandé à ce que la vérificatrice générale regarde un peu ces décisions-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir changer? Je ne sais pas. Mais imagine si demain la vérificatrice sort pour dire que y a un problème éthique là-dedans d'avoir pigé cet argent-là de ce fonds. Alors écoute, là je ne veux pas donner l'impression que je défends le gouvernement ou son idée de ramener les Kings. Je trouve que l'idée est épouvantable. Je trouve que le timing est encore plus épouvantable que l'idée. Et enfin bref, donc je ne suis pas en train de défendre. Je veux juste pas qu'il y ait un scandale là où il n'y a pas de scandale. Dans le sens que ce n'est pas de l'argent qui était nécessairement destiné aux PME de la région de la Capitale-Nationale. Le fonds a été utilisé comme courroie de transmission, comme véhicule pour cet argent-là. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas enlevé 5 à 7 millions à des PME qui en ont besoin dans la région de la Capitale-Nationale. Non, ils ont mis 5 à 7 millions dans ce fonds-là pour que cet argent-là puisse être déboursé par la suite pour la réception des Kings. Donc, ce que je veux dire, je voudrais pas que je pense que la nuance n'a pas été faite dans les médias, tout du moins dans ce que j'ai pu voir. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème tant là-dedans. Est-ce qu'il y a un problème au sens large du terme, notamment en matière de perception qui est absolument épouvantable? Ah oui, absolument. Tu sais, genre, c'est pas moi de le dire l'inverse. Cela dit, pour revenir à Éric Girard, tu sais, d'abord, moi, je le trouvais courageux. Il a dit qu'il prenait l'entière responsabilité de ça. Il a essayé de protéger son premier ministre, même s'il n'y a personne qui pense que Éric Girard a fait ça tout seul, sans l'aval de son patron et du bureau du premier ministre Legault. C'est sûr que oui. Cela dit, je le trouve très bon joueur. Je le trouve courageux d'être allé dire que ça ne relevait que de lui comme décision. Il a apporté certaines explications. Ensuite, on peut remettre en question ou pas les explications, mais c'est une explication, à dire. Puis d'ailleurs, ces explications-là rejoignent un peu ce que je disais la semaine dernière dans l'épisode précédent de ce podcast, où, si tu as juste, je sais pas moi, 5, 10, 15% de chance d'avoir une équipe de hockey, il faut que tu puisses être sur le radar de la Ligue nationale. Il faut que tu puisses démontrer à la Ligue nationale que c'est pas juste ton équipe de hockey locale que les gens veulent consommer. C'est pas juste la rivalité Montréal-Québec, c'est-à-dire nordique canadien, que les gens veulent consommer. Les gens veulent consommer du hockey au sens large du terme. Donc, même si c'est une équipe qui intéresse moins les gens de la région de Québec ou du Québec d'une manière générale, qui viennent jouer contre, admettons, de futurs Nordiques ou d'hypothétiques Nordiques, ils allaient être au rendez-vous quand même. Fait que, tu sais, alors, l'explication, il l'a pas dit comme ça, là, mais tu sais, l'explication là, d'Éric Girard, on l'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une explication, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Mais il va y avoir des conséquences à ça. On les voit déjà un petit peu dans les sondages. Et puis, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'une espèce de cohérence. Avant qu'on passe à autre chose, Éric Girard.
Éric Girard, il y a beaucoup de rumeurs qui l'envoient à Ottawa. C'est ça, on a terminé avec ça le dernier épisode, puis ouais, tu peux pas nous laisser avec un point d'interrogation juste comme ça. Ah non, mais attends, regarde, on va dire ça d'emblée pour pas qu'il y ait de malentendus. Je n'ai aucune information privilégiée, Ouais. ok? J'ai pas d'information privilégiée. Je l'ai croisé à quelques reprises, mais je ne connais pas M. Girard personnellement. Puis il y a personne que je connais qui m'a spécifiquement dit qu'il s'en allait là. Je te dis qu'il y a des rumeurs insistantes de personnes relativement crédibles à l'effet que M. Girard pourrait être intéressé d'aller à Ottawa avec les conservateurs pour lesquels il s'est déjà présenté dans le passé. Et donc dans l'équipe de M. Poilievre. Et je dois t'avouer que pour M. Poilievre... C'est une bonne prise. Ah, mais c'est une excellente prise, c'est plus qu'une bonne prise, c'est une excellente prise. Pour un parti qui actuellement n'a pas beaucoup de gens qui ont déjà exercé le pouvoir comme à titre de ministre, d'aller chercher le ministre des Finances de la région, du Québec, pardon, de la province du Québec, ce serait formidable. Puis en plus de ça, il pourrait même être son ministre des Finances au fédéral. Qui sait, pourquoi pas, éventuellement. Et ce serait une extraordinaire prise pour M. Poilievre. Alors, il y a de ça. Puis M. Girard, il est connu plutôt dans la région de Montréal. Il s'est présenté pour les conservateurs dans la région de Montréal. Mais tu sais, moi, si j'étais M. Poilievre ou ses conseillers pour le Québec, si M. Girard il dit OK, je suis intéressé, je suis prêt à aller avec vous, me présenter avec vous aux prochaines élections, là, tu lui donnes pas un comté sur l'île de Montréal, là, parce que tu veux être sûr qu'il se fasse élire, parce que lui, il est ministrable, donc tu veux ça. Mais tu dois le garder dans la province du Québec, quelque part, non? Absolument, absolument, mais c'est là que je m'en vais. Mais pourquoi pas à Québec? Pourquoi pas à Québec? Les conservateurs à Québec sont populaires. En tout cas, il y a une masse de critiques. Mais il y a l'ancien siège de ton ami, c'est quoi son nom? J'ai un ami, moi, au fédéral. J'en ai pas beaucoup. Oh my God, c'est quoi son nom? Celui qui s'est retiré du caucus après l'élection. On parle de Alain Reyes. Alain Reyes, c'est ça. Oui. Alors, oui, qui sait? Oui, potentiellement. Ça pourrait être, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Oui, potentiellement, ça pourrait être un comté intéressant pour M. Girard. D'ailleurs, qu'il y a un comté qui est pas si loin, enfin qui est à mi-chemin à peu près entre Québec et Montréal. Non, mais moi, mon raisonnement allait ailleurs. C'est pourquoi ne pas le présenter à Québec même. Est-ce que Gérard Deltel va se représenter? Je ne le sais pas, ça se peut bien. Mais s'il ne se représente pas, par exemple, il pourrait aller là. Il pourrait se présenter dans un autre comté de Québec, le comté qui était représenté dans le passé par Alupa Clark. Il pourrait se présenter dans Louis Hébert, là où il y a le député libéral j'oublie son nom. Joël Lightbound. C'est des comtés qui ont déjà été conservateurs et admettons qu'il y ait une bonne vague conservatrice au Québec, il se ferait élire. Alors avec un dossier comme celui des Nordiques, ça pourrait lui donner une bonne raison de se présenter dans la région de Québec. Là, je fais de la fiction, George. Il n'y a personne qui m'a rien dit. Il y a pas de... donc, je veux pas partir de rumeurs ou quoi que ce soit, mais j'étais juste en train de me dire... il est ministre des Nordiques. On dit qu'il est ministre des Nordiques dans le gouvernement de M. Legault. On parle d'une potentielle candidature avec les conservateurs à la prochaine élection.
Là, tu te dis, oui, mais il ne se fera pas élire à Montréal ou dans la grande région de Montréal. Si, avec les conservateurs, en tout cas, c'est plus compliqué. Je ne te dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Et là, je me dis, mais tiens, Québec. Mais non, mais si c'est Québec, il faut quelque chose qui justifie qu'il se présente à Québec. Ouais. Alors voilà, c'est un peu mon raisonnement, là. Mais je veux pas partir de mauvaises rumeurs, là. De toute façon, les rumeurs sont déjà là, mais je veux dire, je veux pas souffler sur les braises des rumeurs. Ouais. Bon, tu parlais des conservateurs à Ottawa. Passons maintenant aux conservateurs au Québec, parce que le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime, ils ont eu leur congrès la fin de semaine dernière. Ça n'a pas été trop facile pour Éric Duhaime. Il ne semble pas pouvoir ou être en mesure de remettre son parti sur cette vague-là qu'il a vu durant les élections. On a tous vu ça. Il n'y a personne qui s'attendait à ce que le Parti conservateur du Québec aille chercher 14% du vote, une affaire de même. Là, je ne me rappelle pas exactement des chiffres. 13. Ouais, 13%. Près de 14 ou une affaire de même. Mais ça a l'air que ça va pas si bien que ça. Il y a eu un appui de 77%, je pense, pour redevenir chef. Il y a eu une proposition de changer le nom et de laisser juste Parti conservateur du Québec au lieu de Parti conservateur du Québec équipe Éric Duhaime. Donc, je trouve qu'il a dû nager contre courant un peu pour continuer à plaire à ses militants et plusieurs d'ailleurs qui n'étaient pas contents. Donc, je ne sais pas s'il va avoir un effort d'aller chercher peut-être des députés insatisfaits à la CAQ pour qu'ils traversent le plancher, comme on dit. Mais tout ça pour dire que ça va pas si bien que ça pour lui versus l'image qu'on avait du parti lors des élections. Ben écoute, d'abord, moi je trouve que 76, 77, je ne sais plus combien % qu'il a fait, 76% qu'il a fait. Alors, en politique, d'une manière générale, j'ai envie de te dire, c'est pas assez quand tu as envie de t'accrocher au leadership. Mais la réalité, c'est que c'est le Parti conservateur du Québec qui n'a pas un député actuellement à l'Assemblée nationale, qui n'aurait jamais été en mesure d'espérer faire un aussi bon score si ce n'avait été d'Éric Duhaime, sa notoriété, son habileté politique, parce que c'est un gars très habile, intelligent. Donc moi je pense que sincèrement ils n'auraient jamais fait ce score-là sans lui. Moi je pense que je pense qu'il va être en mesure de rester, de s'accrocher, s'il le veut en tout cas, parce que ça c'est une autre question. Mais s'il le veut, moi je pense qu'il a moyen de s'accrocher, et il devrait s'accrocher, parce que c'est un parti qui aujourd'hui, peut-être pas dans le passé, mais aujourd'hui, doit pas mal tout à Éric Duhaime. Ouais. Maintenant, j'ai envie de te dire, si j'étais Éric Duhaime, ce que je ne suis pas, et même avec les idées, enfin on peut en partager un certain nombre, ça c'est sûr, mais on ne partage pas toutes les idées. Écoute, si j'étais Éric Duhaime, je me poserais la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que son objectif à lui ultime, c'est d'être député à l'Assemblée nationale et former peut-être un groupe et peser sur la législation au Québec? Si c'est ça, écoute, il doit continuer de faire ce qu'il fait, mais surtout, il doit essayer à tout le moins d'être plus visible. Et plus visible, c'est pas juste des coups d'éclat avec on va aller devant le bureau de comté de telle personne, puis on va faire une conférence de presse, etc. Non. Plus visible, c'est-à-dire essayer de faire des propositions qui soient plus constructives et qui puissent intéresser les gens. Mais moi, je ne crois pas que ce soit le style Éric Duhaime. Le style Éric Duhaime, c'est beaucoup la perception, jouer là-dessus, etc. Donc, ça l'intéresse moins. Moi, je me pose la question, est-ce que ça l'intéresse? Si ça ne l'intéresse pas, honnêtement, là, il pourrait tout simplement céder
sa place à ce parti-là, qui trouvera bien quelqu'un, qui fera pas mieux que lui, qui fera sans doute moins bien que lui, qui va démontrer que le Parti conservateur, oui, il y a une masse critique de personnes qui ont voté pour eux autres l'année passée, mais qu'en réalité, c'est pas un parti politique qui est si ancré que ça. C'est ça, parce qu'on se demande, est-ce que durant les élections de 2022, le Parti conservateur du Québec n'était que un flavor of the month? On a vu une explosion de leurs membres. Personne n'aurait gagé là-dessus. Puis là, aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, ils ont perdu beaucoup de membres. Il n'y a pas eu de renouvellement. N'oubliez pas, ça venait après la pandémie. Je veux dire, je veux pas être plate, là, je veux pas réduire Éric Duhaime ou son parti ou son mouvement à seulement ça. Non, mais il a profité d'une situation politique pour aller chercher des appuis. Bon, voilà. Bravo, c'est le politicien en lui qui a fait ce qu'il a dû faire pour aller chercher des appuis. Les appuis ne sont plus là, par exemple. Ouais. Donc, ça remet en question un peu l'offre de ce parti-là auprès de son électorat ou de ses supporters. Non, absolument. Donc, c'est à lui de savoir réellement ce qu'il a envie de faire. Parce que si son objectif, c'est de se faire élire, puis suivre un peu la route de Mario Dumont à l'époque de la DQ, donc se faire élire d'abord tout seul, puis ensuite 3, 4, 5 personnes avec lui, puis essayer de peser là-dessus, etc. Grand bien lui fasse, il devrait continuer, mais comme ce que je t'ai dit, il devrait continuer en essayant de changer de recette, parce que la recette actuelle, en essayant de s'accrocher à l'actualité pour exister, ça marchera pas. Ça marche pas, donc je sais pas jusqu'à quand ça va rester comme ça. Sinon, il y a l'autre option pour lui. Écoute, il y a des élections fédérales. Peut-être que si son objectif, c'est de faire de la politique et d'être utile au service public et à la politique canadienne ou québécoise, peut-être qu'il pourrait se présenter avec les conservateurs de Poilièvre, sachant qu'il a déjà dit publiquement que lui était membre du Parti conservateur fédéral. On sait que son parti, il y a des vases communicants avec la base électorale de Pierre Poilièvre. On sait aussi que... on sait, je ne sais pas si on sait, mais il y a des rumeurs à l'effet qu'il y avait un certain nombre de membres chez Éric Duhaime qui ont pris leur carte de membre aussi au Parti conservateur lorsque M. Poilievre voulait en devenir chef. Alors, je sais pas, moi je pense que c'est quelqu'un qui, au moment où on se parle, est un peu pris avec une base qui ne le comprend pas. Et je suis pas sûr à quel point il a envie de se faire comprendre. Et c'est pour ça que je suis pas très certain du fait qu'il veuille tant que ça rester chef de ce parti-là. Mais je pense pas que c'est juste lui. Et tu sais, t'as mentionné que t'es pas sûr si lui, il sait ce qu'il veut et sait ce qu'il fait dans le parti. J'ai envie de dire que la même chose peut être dite pour les membres. Mais oui. Est-ce qu'ils savent? Ils veulent quoi comme Parti conservateur du Québec? Est-ce qu'il y a un consensus? C'est sûr que dans un parti, on ne peut pas toujours être d'accord, là. Mais je trouve qu'il manque un peu cette cohésion qu'on trouve dans les autres partis en termes de direction. Où est-ce qu'on s'en va? Quelles sont nos priorités? Mais c'est un parti... regarde, c'est un parti de contestation. Moi, je pense qu'il y a des gens, d'une manière générale, qui votaient pour ce parti-là. C'était assez contestataire. Ça restait assez marginal jusqu'aux élections dernières, profitant de deux choses. Profitant de l'après-pandémie, où il y avait des gens dans l'électorat qui voulaient régler leurs comptes avec le gouvernement en place, notamment sur la question des confinements, des couvre-feux, de la vaccination, des passeports vaccinaux, etc. Et aussi de la notoriété de la stratégie et du professionnalisme politique que pouvait démontrer un gars comme Éric Duhaime. Alors, et je pense que... Alors, est-ce qu'il y a de la protestation aujourd'hui? Il y en a toujours. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours.
La seule chose, c'est est-ce que c'est une protestation qui est très ciblée, qui est, engageante ou rassembleuse, au point où s'il devait y avoir des élections demain, le PCQ ferait le même score? Moi, je suis pas certain. Tu vas me dire, oui, mais Salim, ils ont fait 13 aux dernières élections, ils sont à 11 aujourd'hui dans les sondages, si on se fie aux sondages. Ouais, peut-être. Mais tu sais, de la même manière que je suis pas certain que le 30% du PQ est si solide que ça, je suis pas certain que le 11% des conservateurs est si solide que ça. On va terminer encore cette semaine avec un sujet un peu plus léger. Les Alouettes ont gagné quand même la Coupe Grey. Moi, je suis pas trop fan. En général, tu sais, le football, je suis pas comme... je veux dire la majorité des hommes, mais je suis sûr que c'est pas la majorité. Là, tu sais, les dimanches, là, c'est comme l'église. Là, tu comprends? C'est quelque chose de sain. On regarde le football. C'est sacré pour certains, le football. Donc, j'ai jamais été parmi ceux-là. Puis j'ai envie de dire que je regarde peut-être un match à chaque année, puis c'est le Super Bowl. Puis je le fais plutôt parce que on est en bonne compagnie avec des amis, puis je sais même pas c'est qui joue, là, jusqu'à ce que je me rende à la maison de mon ami qui nous reçoit à chaque année. Donc, je t'avoue que je savais même pas qu'il y avait une Coupe Grey la fin de semaine dernière. Et je l'ai vu parce qu'on est allé manger à un restaurant, il y avait des écrans, puis on m'a dit « Oh shit, c'est la Coupe Grey, coudonc, c'est intéressant. » Puis là, j'ai vu qu'il parlait à quelqu'un qui avait le logo des Alouettes. On m'a dit « Wow, shit, Montréal, ils sont arrivés à la finale. » J'étais complètement dans le néant, je savais même pas ce qui se produisait, mais c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour Montréal. Mais tout ça pour dire que, au moins ici... à Montréal ou en général au Québec, c'est sûr que pour les amateurs du football canadien, ils sont contents que la Coupe est revenue à Montréal. Ah oui. Mais il y a une autre chose qui a retenu pas mal plus l'attention, puis c'est la sortie de ce joueur, j'oublie son prénom, là, mais Dequoy, je pense son nom, Dequoy, qui, emporté par les émotions, il est sorti, il a fait une sortie au niveau de la langue française et à quel point la Ligue canadienne de football ne respectait pas la langue alors que ça doit être quand même bilingue. On est au Canada. Et tu sais quoi, je pense qu'il avait complètement raison. Moi, j'ai entendu ces paroles-là, puis évidemment, tout de suite, je me suis dit, bon, le PQ va en profiter complètement de cette position-là, puis bravo pour eux. Mais plus que ça, je pense que il était temps qu'on fasse ce point-là. Parce que c'est vrai que le français est oublié. C'est une ligue canadienne qui inclut évidemment la province du Québec. Et je pense que le français a sa place dans ces compétitions-là. Oui. Alors écoute, d'abord, juste pour te rassurer, c'est pas anormal que tu n'aies pas nécessairement entendu parler du fait que les Alouettes étaient en finale pour la simple et bonne raison que l'équipe a été sous-estimée pendant toute la saison. Je dis ça, je ne suis pas nécessairement un spécialiste de football, mais j'essaye de suivre un tant soit peu le sport et particulièrement les équipes montréalaises. Mais c'était une équipe qui était super... sous-estimé, que les gens ne voyaient pas en finale. Finalement, c'est tissé à la finale. Même que sur TSN, ils pensaient même pas que c'était les Alouettes qui étaient là. Ils pensaient que c'était les Argonauts de Toronto. Ouais. Écoute, moi d'abord, comme Montréalais et Québécois, je suis tellement content et fier qu'une coupe revienne à Montréal. Ça, c'est certain. Je veux pas passer sous silence le fait que c'est un club qui a été racheté par Pierre-Carl Péladeau. Et je pense que et je crois que c'est un coup de génie de PKP, comme on l'appelle, parce que qu'un propriétaire
d'un club montréalais soit lui-même Montréalais, Québécois, fier Québécois. Je pense que c'est important. Ouais. C'est une personne du monde des affaires. Il est dans le monde des médias. Il n'y a pas de sport professionnel sans les médias. Moi, je trouvais que c'était une bonne chose. Je te dis pas que c'est lui qui a marqué les points là, au final, là, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand même, c'était une bonne chose. Maintenant, pour revenir à Marc-Antoine Dequoy qui a fait cette déclaration-là sur le français. D'abord, c'est sûr qu'on sentait l'adrénaline, l'espèce de rage du sportif, celle qui mène les sportifs à des sommets. Donc, je pense pas qu'on va que personne va tenir rigueur à quelqu'un de crier à la fois sa joie et ses frustrations. Et je suis d'accord avec toi, les frustrations sont légitimes. La Ligue canadienne de football est une ligue qui se veut bilingue dans un pays bilingue dans lequel jouent des francophones, même s'ils sont en minorité, dans lequel il y a des observateurs, des fans qui sont francophones, même s'ils sont en minorité, qui méritent d'être respectés. Et honnêtement, ça coûte rien. Qu'est-ce que ça coûte à une ligue comme la Ligue nationale, la Ligue canadienne de football? Qu'est-ce que ça coûte de s'assurer que tout soit bilingue? Ouais. Oui, ça coûte de l'argent parce qu'il faut traduire certaines affaires, etc. Enfin, c'est normal d'avoir... C'est correct. Mais ça coûte pas tant que ça. Ouais. Puis donc, chapeau à lui pour la récupération politique de PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoute... C'était honnêtement ma première réflexion. On s'attendait tous à ce qui est de la récupération politique, ça c'est certain. Mais oui. Mais écoute, moi, tu vois, ça c'est le bout que j'aime moins. Parce que tu vois, d'abord, je pense que tous les Québécois sont pas contents quand le français est mal représenté. Ouais. Et écoute, moi, je ne suis pas souverainiste, pas indépendantiste, certainement pas péquiste. Mais la langue française est absolument essentielle. C'est ma première langue. Ouais. Je veux dire, jamais je serai en mesure de parler en anglais aussi bien que je parle en français. Et donc, par conséquent, c'est central et important pour moi, le français. Je suis pas content de comment la langue peut être parfois maltraitée. Je suis très heureux que quelqu'un l'ait crié dans une caméra parce que parfois, ça prend, excuse-moi l'anglicisme, un wake-up call. Ouais. Mais la récupération, moi, je me reconnais pas dans la souveraineté du Québec. Là, on parle de langue française. Elle est maltraitée par la Ligue canadienne de football, elle n'est pas assez là, elle n'est pas assez elle n'est pas très prédominante, elle n'est pas égale. Donc, le Canada, c'est un mauvais pays, il faut qu'on en sorte. Vivement un référendum pour qu'on fasse la souveraineté. Non. Ouais. Non. C'est franchement, non. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode pour cette semaine. Merci encore de tout votre appui, de vos beaux et vos bons mots que vous nous envoyez. Merci pour votre appui. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On veut vraiment grandir cet espace-là. Puis ça monte doucement. À chaque semaine, on voit les numéros monter un peu, les chiffres monter, puis ça fait chaud au cœur. Donc, on vous remercie énormément pour ça. Allez nous suivre, évidemment, sur toutes les autres plateformes. On est sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter ou X maintenant, sur toutes les plateformes audio que vous aimez télécharger vos balados. Continuez à nous envoyer des messages, continuez à nous appuyer. On vous remercie énormément pour ça. Et on vous verra encore la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. À plus. Bye. Ciao tout le monde.